Hélène était qu'une simple aide cuisinière dans un fort isolé aux confins du désert, jusqu'à ce qu'un ordre vienne tout basculer. Ce qu'elle fit ensuite défia les attentes des siens et bouleversa le destin de nombreuses âmes, y compris la sienne. Mais pourquoi risquer sa vie pour un homme que tous désignaient comme l'ennemi? Le soleil de plomb du Sahara abattait sans pitié sur le fort Saint-Louis, et Élise essuya la sueur qui perlait sur son front. Était 1857, et les tensions entre l'armée coloniale et les tribus locales avaient atteint un point de rupture. Élise, une jeune veuve de 23 ans, travaillait aux cuisines de la garnison depuis près d'1 an, après avoir perdu son mari, emporté par les fièvres typhoïdes. Élise, cesse de rêvasser et prépare ses plats. La voix tranchante de Madame Bertrand interrompit ses pensées. La cuisinière en chef était une femme austère, aux mains calleuses et à la patience limitée envers l'oisiveté. Oui, madame, répondit Élise en remettant une mèche rebelle de ses cheveux châtains sous sa coiffe. Elle retourna à la découpe des carottes pour le ragoût du soir. Le bruit rythmé de son couteau contre la planche en bois se mêlait aux cris lointains des soldats exerçant dans la cour. Depuis l'aube, le fort bourdonnait d'une excitation palpable, une patrouille était rentrée avec un prisonnier, un guerrier du désert. Élise avait aperçu que brièvement homme, grand et fier malgré ses mains entravées, alors qu'on le traînait vers la geôle près des quartiers du commandement. « Tu as entendu » chuchota Isabelle, une autre aide de cuisine, en se penchant vers Élise. Ils ont capturé un de ces chefs rebelles qui attaquent les convois le long de Wed. Élise hocha simplement la tête, gardant les yeux baissés. Contrairement à beaucoup au fort, elle ne partageait pas la haine généralisée envers les tribus indigènes. Son père avait été un interprète, un homme qui lui avait enseigné que la compréhension, et non la peur, devait guider les interactions entre les peuples. La cloche du dîner retentit et le fort anima, les soldats affamés affluant vers le réfectoire. Élise servit le ragoût, ignorant les plaisanteries grossières et les fanfaronnades sur le sort qui attendait leurs prisonniers. La soirée avançait lorsque le capitaine Valmont entra dans la cuisine, son visage buriné assombri sous son épaisse moustache. « Madame Bertrand, dit-il, j'ai besoin de quelqu'un pour apporter à manger aux prisonniers. Il ne faudrait pas qu'il meure avant que nous ayons tiré de lui l'emplacement de son campement. » Madame Bertrand balaya la cuisine du regard, ses yeux arrêtant sur Élise. « Élise fera affaire. Apportez-lui du pain et de l'eau. Rien de plus. » Élise acquiesça et prépara un petit plateau de bois. Alors qu'elle se tournait pour partir, le capitaine lui saisit le bras. « Et Élise, ajouta-t-il, sa voix tombant dans un murmure. Le colonel de Villefort suggère que vous ajoutiez un petit quelque chose à son eau. » Il pressa une petite fiole dans sa paume. Rien de fatal, juste assez pour délier sa langue avant l'interrogatoire de demain. Le sang d'Élise se glaça lorsque elle comprit ce que le capitaine exigeait. La fiole pesait lourd dans sa main, un poids physique égalant le fardeau moral qu'elle représentait. « Oui, mon capitaine, répondit-elle machinalement, sa voix ne trahissant rien de son trouble intérieur. Deux gardes escortèrent jusqu'à la cellule, une petite pièce de pierre avec une unique fenêtre à barreaux. Ils déverrouillèrent la lourde porte et Élise entra, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Le guerrier était assis contre le mur du fond, ses yeux sombres suivant chacun de ses mouvements. Malgré ses mains liées et les ecchymoses visibles sur son visage, une dignité émanait de sa posture, ce qui frappa profondément la jeune femme. « Je vous ai apporté à manger, dit-elle, bien qu'elle sut qu'il ne comprendrait probablement pas le français. Les gardes restèrent juste à l'extérieur de la porte. « Ne vous approchez pas trop de ce sauvage, elle t'avertit un des eux. Nous sommes juste là. » Une fois seule, Élise posa le plateau et regarda la fiole dans sa main. Le guerrier observait, son regard inébranlable. En cet instant, quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance silencieuse des humanités qui transcendait la langue et les conflits divisant leur peuple. Un mouvement subtil, Élise glissa la fiole dans sa poche et versa de au clair de sa cruche dans le gobelet. Elle rompit le pain en petits morceaux pour qu'il puisse manger plus facilement avec ses mains attachées. « Je l'appelle Élise, dit-elle doucement en se désignant. Le guerrier étudia un long moment avant de répondre. « Amaya. » Il fit un signe de tête vers elle, la soif évidente dans ses yeux. Élise porta la coupe à ses lèvres, aidant à boire.
Sa gratitude se manifesta par un léger signe de tête une fois qu'il eut fini. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Amaya parla de nouveau, cette fois dans un français hésitant. « Pourquoi, pas poison ?» demanda-t-il, la surprenant par sa compréhension. Élise se figea, les yeux écarquillés. « Vous avez compris ce qu'il voulait? »« Je comprends plus qu'il ne pense, » répondit-il. « Pourquoi aider ennemi ?» Élise réfléchit soigneusement à sa réponse. « Parce que je ne crois pas que répondre à la cruauté par la cruauté apporte la paix, finit-elle par dire. Et je ne crois pas que vous soyez mon ennemi. » Lorsque la porte de la cellule se referma derrière elle, Élise sut qu'elle avait pris une décision qui changerait tout. La fiole restait cachée dans sa poche, un secret qui pourrait lui coûter sa place au fort, ou pire. « A-t-il bu ?» demanda le capitaine Valmont à son retour en cuisine. « Oui, mon capitaine, » mentit Élise, le visage impassible. « Il a bu jusqu'à la dernière goutte. » L'aube se leva sur le fort Saint-Louis, peignant le ciel de teintes ambre et or. Élise avait à peine dormi, sa conscience luttant avec sa tromperie et elle angoisse de ce que le matin apporterait, l'interrogatoire des Amaya par le colonel de Villefort. Elle se leva plus tôt que d'habitude, espérant intercepter le plateau du petit déjeuner du prisonnier. Le fort bourdonnait déjà d'activité lorsque des cris éclatèrent en direction des geôles. Le cœur d'Élise bondit dans sa poitrine alors qu'elle se précipitait vers le tumulte. Restant dans l'ombre, elle écouta. Le sauvage a disparu. Hurla un soldat. Sonnait alarme. Le capitaine Valmont émergea de la zone de détention, le visage déformé par la rage. Comment, au nom de Dieu, a-t-il pu échapper? Ses liens étaient solides. Les gardes balbutièrent des excuses, prétendant avoir surveillé durant la nuit, mais Élise connaissait la vérité. Quelqu'un avait aidé Amaya à évader, et elle avait un terrible pressentiment sur l'identité de ce complice. Élise. La voix de Madame Bertrand retentit. Où te caches-tu, fille? Il y a du travail, peu importe ce vacarme. Élise se hâta de retourner à la cuisine, tentant de se composer un visage calme. En entrant, elle remarqua le lieutenant Jean-Laurent debout près de elle, embrasure de la porte. Le jeune officier avait toujours été bienveillant avec elle, offrant des mots gentils quand des autres au fort la traitaient avec indifférence depuis son veuvage. Élise, dit-il doucement alors qu'elle passait. Un mot, il vous plaît. Son estomac se noua de peur tandis qu'elle le suivait vers un coin isolé de la cour. Je sais ce que vous avez fait, dit-il, la voix à peine audible. Le visage d'Élise se vida de ses couleurs. Lieutenant, pas d'explication, elle interrompit-il en regardant autour de lui pour assurer que Hélène n'était pas écoutée. Je vous ai vu remettre la fiole dans les fournitures médicales hier soir, et j'y étais de garde quand vous avez apporté de elle au clair aux prisonniers une seconde fois. Allez-vous me dénoncer? Demanda Élise, la voix tremblante. L'expression du lieutenant Laurent s'adoucit. Non. Mais Élise, ils forment des patrouilles de recherche. Le colonel de Villefort est convaincu que le rebelle a eu une aide interne. Et il ne faudra pas longtemps pour qu'ils interrogent tous ceux qui ont eu un contact avec lui. Pourquoi me prévenez-vous? Demanda-t-elle. Parce que ce qu'ils vous ont demandé de faire était ignoble, répondit-il simplement. Et parce que mon père était comme le vôtre, un homme qui respectait les peuples de ses terres. Il a appris à juger un homme à ses actes, pas à son héritage. Un plan commença à germer dans l'esprit d'Élise. Je dois quitter le fort, dit-elle, plus pour elle-même que pour Laurent. Ce soir, acquiesça-t-il. Je serai de garde à la porte principale. Venez à minuit avec ce que vous pouvez emporter. Je vous donnerai une avance avant de signaler votre absence. La journée étira avec une lenteur agonisante. Élise vaquait à ses occupations, préparant les repas tandis que les patrouilles de recherche allaient et venaient, revenant à chaque fois couvertes de poussière, les mains vides et l'humeur massacrante. Le colonel de Villefort arriva à la mi-journée, ses yeux froids scrutant les habitants du fort avec une suspicion palpable. « Quelqu'un ici nous a trahis, annonça-t-il durant le repas du soir. Et quand je découvrirai qui a aidé ce sauvage à s'enfuir, il pendra à ses côtés lorsque nous le rattraperons. » Élise sentit des regards peser sur elle et se tourna pour trouver Madame Bertrand qui observait attentivement.
Le regard de la vieille femme contenait quelque chose que Élise ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer, de la suspicion, peut-être, mais aussi autre chose. De la compréhension. À la tombée de la nuit, Élise prépara soigneusement un petit baluchon, une tenue de rechange, une outre des eaux, un peu de viande séchée et les quelques pièces qu'elle avait économisées. Elle glissa le couteau de chasse de son défunt mari dans sa botte et attendit que le silence retombe sur le fort. À minuit, elle se glissa hors de ses quartiers et se dirigea vers la porte, où le lieutenant Laurent montait la garde. « Vous avez jusqu'à l'aube avant que je ne signale votre disparition, » dit-il en ouvrant la petite porte latérale. « Dirigez-vous vers elle et, vers elle, Wade. Il y a les ruines un ancien poste de garde à environ 8 kilomètres en aval. Vous pourrez vous y reposer. » « Merci, » murmura Élise en serrant son pactage contre elle. « Soyez prudente, Élise. Le désert ne fait pas de favoris, qu'on soit colon ou nomade. » Un signe de tête, elle se faufila par l'ouverture et disparut dans l'obscurité. L'immense paysage désertique engloutit sa frêle silhouette. L'air nocturne était frais sur sa peau tandis qu'elle avançait avec précaution sur le terrain accidenté, guidée uniquement par la lueur des étoiles. Après 1 heure de marche, Élise perçut le bruit sourd de sabots. Elle se figea et plongea derrière un amas de rochers alors qu'un cavalier approchait. Sa main se porta au manche du couteau dans sa botte, son cœur battant à tout rompre à mesure que le cheval se rapprochait. Élise appela doucement une voix familière. « Tu as aidé Amaya. Maintenant, Amaya t'aide. » Elle émergea de sa cachette pour voir le guerrier, monté sur un cheval à la robe pie, sa silhouette inconfondable se découpant sur le ciel étoilé. « Comment saviez-vous que je partirais » demanda T.L.S. avançant. « J'y ai observé le fort toute la journée, répondit-il. J'y ai vu la colère des soldats. Je savais que tu étais plus en sécurité. » Il lui tendit la main. « Viens. Ici, danger. Les patrouilles cherchent. » Élise hésita qu'un bref instant avant de saisir sa main et de se laisser hisser derrière lui. Alors qu'il chevauchait vers elle, éloignant du fort Saint-Louis vers l'inconnu, elle ressentit un mélange étrange de terreur et d'exaltation. « Où allons-nous » demanda T.L.S. l'agrippant fermement à la taille des Amaya alors que le cheval naviguait sur le terrain rocailleux. « Lieu sûr » répondit-il simplement. « Là où l'armée ne regarde pas. » La nuit les enveloppa tandis que T.L.S. enfonçait plus loin dans le territoire des tribus libres. Élise savait qu'elle avait franchi une ligne de non-retour. Elle était désormais une fugitive, fuyant avec un homme que son peuple considérait comme ennemi mortel. Pourtant, alors que les kilomètres défilaient sous les sabots de leur monture, elle ne pouvait empêcher de penser qu'elle avait fait le bon choix. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle suivait sa conscience plutôt que de simplement survivre. Elle pointait lorsqu'ils atteignirent un canyon isolé. Amaya guida le cheval le long un sentier étroit jusqu'à une petite clairière près d'une source. 2 autres guerriers y attendaient, dévisageant Élise avec une suspicion non dissimulée. « Elle est amie » expliqua Amaya dans sa langue natale. « Elle aime à sauver la vie. Les soldats blancs la chasseront maintenant comme ils nous chassent. » Le plus âgé des 2 guerriers, le visage marqué par des années de soleil et de vent, étudia Élise intensément avant d'acquiescer une fois. « Alors elle chevauchera avec nous jusqu'au campement. Le conseil décidera de son sort. » Élise, ne comprenant rien à leur échange, descendit de cheval en tremblant, les jambes raidies par la longue chevauchée. « Repose-toi maintenant, » lui dit Amaya en français, désignant un endroit près de la source. « Bientôt, nous repartons. » Alors qu'elle affaissait sur le sol, rattrapée par l'épuisement, Élise se demanda quel avenir elle attendait. 3 jours de marche forcée menèrent Élise et ses compagnons jusqu'à une vallée dissimulée entre 2 crêtes rocheuses. Le voyage avait été exténuant, ponctué de brefs arrêts uniquement pour reposer les chevaux et abrités durant les heures les plus brûlantes de la journée. Tout au long de leur périple, Amaya avait appris à Élise quelques phrases rudimentaires de sa langue et elle avait partagé avec lui des récits de sa vie avant le fort. Lorsqu'ils franchirent la dernière colline, Élise retint son souffle devant le spectacle en contrebas. Un campement une trentaine de grandes tentes noires se dressait le long un ruisseau sinueux, des chevaux paissant dans un corral naturel formé par les parois de la vallée. Des femmes travaillaient au tannage des pots ou entretenaient les feux de cuisine, tandis que des enfants jouaient entre les habitations.
ton peuple, murmura Élise, soudainement submergée par la réalité de sa situation. Amaya hocha la tête. Ma tribu. Il pointa la plus grande tente, près du centre du camp. Chef Idir. C'est lui qui décidera. Leur arrivée provoqua une agitation immédiate. Les femmes rassemblèrent leurs enfants, les hommes saisirent leurs armes, et tous les regards se fixèrent sur la femme blanche chevauchant derrière Amaya. Élise se sentit nue sous ce regard collectif, comprenant pour la première fois ce que signifiait être elle étrangère, elle autre. Un homme grand et imposant émergea de la tente centrale. Même sans le signe de tête respectueux des Amaya, Élise elle aurait reconnu comme le chef. Il se portait avec une autorité indéniable. Chef Idir parla rapidement, sa voix portant à travers le camp soudainement silencieux. Amaya répondit, faisant parfois un geste vers Élise. Finalement, le chef S approcha d'elle. « Pourquoi as-tu aidé mon guerrier » demanda-t-il dans un français fortement accentué. Élise déglutit difficilement avant de répondre. « Parce que ce qu'il voulait que je fasse était mal. Et parce que je l'ai vu comme un homme, pas comme un ennemi. » Le chef pesa ses mots. Beaucoup de visages pâles disent de belles paroles, peu montrent un bon cœur. Il se tourna vers une femme âgée. Emmène-la à la tente de Myriam. Elle y restera jusqu'à ce que le conseil tranche. La femme, au visage profondément ridé mais aux yeux bienveillants, fit signe à Élise. Viens, ma sœur. Tu dois être fatiguée et affamée. Élise la suivit à travers le camp, douloureusement consciente des regards qui accompagnaient leur progression. La tente de Myriam était petite mais bien tenue. La vieille femme offrit à Élise un bol en bois rempli d'un ragoût qui sentait meilleur que tout ce qu'elle avait mangé depuis des jours. Merci, dit Élise dans la langue de la tribu, utilisant elle une des phrases que Amaya lui avait enseignées. Myriam sourit, révélant une dentition incomplète. Amaya apprend nos mots. C'est bien. Pour comprendre un peuple, il faut parler sa langue. Alors que Élise mangeait, Myriam expliqua qu'elle était veuve et que ses fils avaient été tués lors des escarmouches avec les colons. Je haine et plus de famille, dit-elle simplement. Mais j'y ai encore mon utilité. Je soigne les malades. Je raconte les anciennes histoires aux enfants. Pourquoi êtes-vous gentil avec moi, demanda Élise. Parce que Amaya dit que tu as un bon cœur, répondit la vieille femme. Dors maintenant. Le conseil se réunit quand le soleil touchera la crête de l'ouest. Le feu du conseil brûlait vivement dans le crépuscule naissant, illuminant les visages de 12 hommes assis en demi-cercle. Chef Idir fit signe à Élise de s'asseoir face à eux. Pendant près d'1 heure, ils la questionnèrent sur sa vie, sur le fort, sur les raisons qui elle avait poussé à aider Amaya. Certains guerriers étaient ouvertement hostiles. Dis-leur que je comprends leur méfiance, dit Élise à Amaya. Mais je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. Je veux seulement trouver un endroit où je peux vivre en accord avec ma conscience. Finalement, Chef Idir leva la main pour réclamer le silence. Le conseil en a entendu assez, annonça-t-il. Cette femme restera avec nous jusqu'à la prochaine lune. Elle travaillera avec les femmes, apprendra nos coutumes, puis nous déciderons à nouveau. Ce était ni une acceptation ni un rejet, mais une chance. Élise inclina la tête avec gratitude. Au cours des jours suivants, Élise travailla aux côtés des femmes de la tribu. Myriam devint son professeur et sa protectrice. Les enfants furent les premiers à accepter. Un soir, alors que Élise était assise dehors, une petite fille approcha, tendant une poupée grossièrement fabriquée. « Pour toi, dit-elle, enfant timidement. » Les yeux d'Élise remplirent de larmes alors qu'elle acceptait le cadeau. Lentement, jour après jour, la barrière invisible commença à s'amincir. Amaya lui rendait souvent visite, apportant parfois de petits présents. Élise se surprit à attendre ces visites avec impatience. « Demain, je pars chasser avec le groupe, lui dit-il un soir. Élise soupira, surprise par l'intensité de son inquiétude. Amaya étudia son visage. « Tu t'es inquiète pour moi? » « Oui, admit-elle. Il tendit brièvement la main, effleurant la sienne. « Je reviendrai. Nous parlerons plus de ton monde et du mien. Peut-être trouverons-nous une place entre les deux. » Alors que il s'éloignait,
Élise réalisa avec un sursaut qu'elle éprouvait des sentiments pour cet homme issu d'une culture si différente de la sienne. C'était inattendu, peut-être imprudent, mais indéniable. Cette nuit-là, Élise contempla l'étrange chemin que sa vie avait emprunté. Du fort Saint-Louis au statut de fugitive, jusqu'à cette existence parmi un peuple qui avait toutes les raisons de la considérer comme une ennemie. Pourtant, quelque part dans ce périple, elle avait trouvé ce qu'elle croyait perdu à jamais après la mort de son mari, un but, et les premiers germes d'un sentiment d'appartenance. Le groupe de chasse était parti depuis 3 jours lorsque les guetteurs donnèrent alarme. Élise moulait du grain avec Meriem quand le cri retentit. Les soldats! Les uniformes bleus arrivent par elle. Le camp entra dans une effervescence maîtrisée. Les guerriers saisirent leurs armes, les femmes emballèrent à la hâte les objets essentiels. Le chef Idir arpentait les lieux, donnant des ordres calmes et clairs. Combien sont-ils? Demanda-t-il au jeune éclaireur hors des haleines. 2 mains de cavalier, répondit le garçon en levant 10 doigts. Et des pisteurs. Ils suivent la trace de notre groupe de chasse. Le cœur d'Élise se serra. Le groupe de chasse, incluant Amaya, revenait de Ils allaient droit au devant des soldats. Chef Idir, dit-elle en approchant avec détermination. Laissez-moi vous aider. Je sais comment ces soldats pensent, comment ils opèrent. Le chef la regarda avec scepticisme. Pourquoi nous aiderais-tu contre les tiens? Parce que c'est injuste, répondit fermement Élise. Ils envahissent votre territoire, traquant des gens qui n'ont rien fait pour provoquer cette attaque. Et parce que ces dernières semaines, votre peuple a montré plus d'humanité que je en ai trouvé dans ce fort. Après un moment de réflexion, Idir hocha la tête. Parle. Les soldats attendront à ce que vous fuyiez vers l'ouest, pour vous enfoncer dans le désert, expliqua Élise. Mais si vous contournez plutôt cette crête par le nord, puis vers vous pourrez prévenir les chasseurs et vous échapper par les terres accidentées près de la rivière asséchée. Les soldats ne vous suivront pas là-bas. Leurs chevaux ne sont pas entraînés pour ce terrain. Les yeux du chef se plissèrent, pensifs. Et toi, femme blanche? Courras-tu vers les soldats pour leur indiquer notre direction? Non, dit Élise sans hésitation. J'y irai avec Meriem et les autres. Ma place est ici maintenant. Quelque chose changea dans l'expression des Idir, une forme de respect nouveau. Il se tourna vers ses guerriers et donna des ordres rapides dans sa langue. En moins d'1 heure, le camp avait disparu. Les tentes furent démontées et chargées sur les bêtes. La tribu se déplaça silencieusement vers le nord, longeant la crête comme Élise avait suggéré. 2 jeunes guerriers furent envoyés en avant pour intercepter et avertir le groupe de chasse qui revenait. Tandis qu'ils voyageaient, Meriem resta près d'Élise. Tu nous as choisis, dit simplement la vieille femme. Maintenant, tu es vraiment des nôtres. À la tombée de la nuit, ils atteignirent une vallée abritée où plusieurs grottes offraient une protection naturelle. Les éclaireurs rapportèrent que les soldats avaient effectivement suivi la fausse piste vers l'ouest avant de réaliser leur erreur. Élise assis près d'un petit feu dissimulé, l'anxiété la rongeant alors qu'elle pensait à Amaya. L'avertissement les avait-il atteints à temps? Sa question trouva réponse peu avant minuit, lorsque des silhouettes silencieuses émergèrent de l'obscurité. Le groupe de chasse, chargé de gibier mais indemne, était de retour. Les yeux d'Élise cherchèrent et trouvèrent Amaya. Un soulagement immense envahit à sa vue. Illès approcha directement expression grave. Les soldats qui nous traquent viennent de Fort Saint-Louis. Élise hocha la tête. Je y attendais. Le colonel de Villefort abandonne pas facilement. J'y ai capturé un soldat avant de le tuer, poursuivit Amaya. Il a dit qu'il ne chassait pas seulement les rebelles, mais aussi la femme traître. Toi. Un poids glacé installa dans l'estomac d'Élise. Ils n'arrêteront pas de chercher, et ce pas. Non. Amaya assis près d'elle. Villefort est comme un loup qui a senti le sang. Il suit sa proie jusqu'à ce qu'il la trouve ou qu'il meure en essayant. Le chef Idir les rejoignit, ayant entendu leur conversation. Cela change notre route, dit-il. Nous ne pouvons pas rester sur ces terres de chasse avec les soldats aux trousses.
Nous devons aller au nord pour rejoindre le clan des Hautes-Terres pour l'hiver. J'y ai apporté ce danger sur votre peuple, dit Élise, la culpabilité elle envahissant. Peut-être devrais-je, non, elle interrompit Amaya avec force. Tu ne te livreras pas à eux. Ils te tueraient pour avoir aidé à échapper. Le chef étudia leurs deux visages à la lueur du feu. Amaya dit vrai. Mais il y a une autre voie. Il se tourna vers Élise. Parmi mon peuple, lorsque qu'une femme est captive mais qu'elle prouve sa valeur, elle peut être adoptée par la tribu. Hélène est plus une ennemie, mais elle, une des nôtres. Le souffle d'Élise se coupa. Vous feriez cela pour moi? Ce haine est pas fait à la légère, avertit Idir. Tu dois renoncer complètement à ton ancienne vie. Apprendre nos voies, nos croyances. Devenir elle une des nôtres dans ton cœur. J'y ai déjà laissé mon ancienne vie derrière moi, dit doucement Élise. Quand j'y ai donné de elle à Amaya au lieu du poison, j'y ai choisi un autre chemin. Le chef opina du chef. Alors demain, avant que nous ne voyagions vers le nord, tu renaîtras parmi nous. La cérémonie eut lieu à l'aube. La bande entière se rassembla en cercle tandis que Myriam préparait Élise, peignant des symboles sur son visage et ses mains avec de l'ocre rouge et nouant de petites plumes dans ses cheveux. Ces marques racontent ton histoire, expliqua la vieille femme. Celle-ci parle de courage. Celle-là de compassion. Et celle-ci du voyage entre les mondes. Le chef Idir conduisit Élise au centre du cercle où brûlait un petit feu. Dans sa main, il tenait un couteau. Le sang crée la famille, dit-il pour que tous entendent. Aujourd'hui, le sang de cette femme se mêlera au sang du peuple, et elle sera des nôtres. Il fit une petite coupure sur sa paume, puis fit signe à Élise de tendre la main. La brûlure de la lame fut brève alors qu'il la passait sur sa paume, prenant sa main ensanglantée dans la sienne. Idir pressa leur plaie une contre l'autre. À partir de ce jour, tu es Anya, celle qui apporte la clémence, proclama Théil. Les ennemis de la tribu sont tes ennemis. Les amis de la tribu sont tes amis. La terre de la tribu est ta terre. Elle assemblée poussa un cri d'approbation et Myriam enveloppa les épaules d'Élise dans une tunique traditionnelle en peau tannée, remplaçant ses vêtements de colon en lambeaux. La cérémonie conclut, Amaya approcha d'elle, l'expression solennelle mais le regard chaleureux. Maintenant, tu es de mon peuple, dit-il. Voudrais-tu aussi partager ma tente? Voudrais-tu marcher sur le sentier de la vie à mes côtés, Anya? Élise, désormais Anya, sentit une vague d'émotions si puissante qu'elle faillit la submerger. En cet homme, Hélène n'avait pas seulement trouvé une raison de quitter son ancienne vie, mais une raison d'en embrasser une nouvelle. Oui, répondit-elle, en français puis dans la langue de la tribu. Je marcherai à tes côtés. Leur union fut bénie par le chef ce même jour. Une cérémonie simple de mains jointes et de vœux partagés avant que le groupe ne commence son voyage vers le nord. Alors que Ilès éloignait des terres de chasse, Élise regarda une dernière fois la tache lointaine à l'horizon qui marquait l'emplacement du fort Saint-Louis. Elle pensa au lieutenant Laurent, espérant que Hélène avait pas souffert pour elle avoir aidé à échapper. Elle pensa à la vie qu'elle aurait pu mener si elle avait suivi les ordres et empoisonné le prisonnier. Puis elle tourna son regard vers l'avant, vers les plaines infinies qui étendaient devant eux. À ses côtés chevauchait Amaya, un homme issu d'un monde qu'on lui avait appris à craindre, mais qu'elle avait fini par aimer. Autour d'elle voyageait sa nouvelle famille, des gens qui elle avait accueillis malgré toutes les raisons de la rejeter. Le choix qu'elle avait fait ce jour-là dans la cellule, de donner de elle au lieu du poison, la clémence au lieu de la cruauté, avait altéré le cours non seulement d'une vie, mais de plusieurs. En refusant d'être un instrument de haine, elle avait trouvé un chemin vers l'appartenance qu'Hélène avait jamais imaginé possible. Alors que la caravane disparaissait dans l'horizon nord, la légende d'Anya, la femme blanche devenue fille du désert, ne faisait que commencer. Elle serait racontée autour des feux de camp pendant des générations. Une histoire de courage, de compassion et du pouvoir de voir l'humanité chez ceux que on nous apprend à appeler ennemis.